arrêter de prendre l'avion, consommer bio, local et le mieux sans emballage plastique. Ce sont vraiment tous les comportements qui nous sont conseillés d'avoir au quotidien pour sauver l'environnement. Et je pense que chacun d'entre nous sait aujourd'hui que la crise climatique est réelle, que la Terre se réchauffe, qu'on est tous dans la merde, et pourtant, je sais que la plupart d'entre nous, moi y compris, ne vivons pas la vie la plus écologique possible. Et là se pose la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui, tout en apportant aussi quelques possibles solutions. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir un comportement éco-responsable alors que littéralement notre survie en dépend? Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve passionnant. Alors je sais bien qu'on n'est pas tous hyper informés sur le changement climatique et sur les causes environnementales en général, mais il y a un espèce de consensus quand même de nos jours qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Un sondage sur les comportements éco-responsables qui a été réalisé en Allemagne en 2019 sur 2000 personnes montre que 91% de ces personnes disent être agacées par le fait que les gens aient un comportement aussi insouciant face à la nature, et 95% sont d'accord de dire que c'est le devoir de l'homme de protéger la nature. Du coup, je repose encore une fois la question, pourquoi est-ce que si on est tous d'accord qu'il faut faire quelque chose, et qu'on est même agacé par le fait que personne ne fasse rien, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous d'agir? En psychologie, on nomme cet effet le Value Action Gap, donc la différence entre nos valeurs et nos actions. Et justement, ces dernières années, beaucoup de psychologues se sont penchés en fait sur ces différences dans les questions environnementales. La première raison pour laquelle c'est si difficile pour nous d'agir, c'est parce que le problème nous semble extrêmement abstrait. J'imagine que vous avez tous déjà vu quand on nous parle aux infos ou à l'école ou dans les journaux ou quoi de la crise climatique, c'est graphique avec les courbes de température, avec des petits dessins qui sont censés nous expliquer ce qui se passe dans l'atmosphère, mais en vrai, ça nous dit rien de concret. Ces infos sont sans aucun doute hyper importantes, mais elles ne rendent pas la chose tangible pour nous. Parce que notre réaction en tant qu'être humain va être de se demander, mais ok, d'accord, très bien, mais quel est le rapport avec ma personne? Et cet effet-là est empiré par le fait que les suites du changement climatique nous semblent très lointaines, autant géographiquement que temporellement. On sait tous très bien que le réchauffement climatique frappe davantage les régions plus au sud que l'Europe, et en plus de ça, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que les réels effets du réchauffement climatique seront visibles que dans une dizaine d'années. Et comme ce problème est si abstrait et si peu tangible pour nous, ça lui donne une importance moindre par rapport à tout ce qu'on vit actuellement, comme par exemple la crise du Covid, là, il y a quelques temps, qui était très tangible, très réel, ça a un impact sur moi en ce moment même, et du coup a eu une importance beaucoup plus grande que les changements climatiques qui sont vagues et on se dit oula, oula, alors qu'en fait, oula. L'enjeu est donc de rendre les effets beaucoup plus visibles pour nous et de nous les rendre visibles près de nous. Donc par exemple, attirer notre attention sur le fait que, déjà aujourd'hui, chez nous, on a des températures qui sont de plus en plus extrêmes, avec des étés qui sont extrêmement secs, ou bien au contraire des catastrophes naturelles qui arrivent déjà chez nous, comme par exemple l'été dernier, toutes les inondations qu'il y a eu en Allemagne et dans le nord de la France ainsi qu'en Belgique, et que les espèces en voie de disparition, ce ne sont pas juste les ours polaires paumés sur leur banquise, c'est par exemple aussi les abeilles qui butinent chez nous toutes nos fleurs et qui nous permettent d'avoir à manger. Chez nous. Pas sur la banquise. Là. Ici. Dans notre jardin. Le deuxième problème auquel on se heurte constamment, c'est le manque de feedback. Pour ma part, ça fait plus de 6 ans maintenant que je suis végane, et pas du tout parce que je n'aime pas les produits animaux, hein, au contraire, un bon barbecue, sincèrement, ça me fait saliver, et le fromage sur les pizzas, ça me manque aussi beaucoup, mais je sais que avoir une alimentation végétale est nettement mieux pour l'environnement. Et le grand problème, c'est que malgré le fait que je sais que ce que je fais, c'est bien pour l'environnement, je ne vois pas ce que je suis en train de faire. Parce que le fait que moi je fasse cuire dans ma poêle une saucisse au soja au lieu d'une saucisse avec de la viande, ça n'a pas de répercussion directe sur le climat, et du coup ça reste encore une fois très abstrait. Et c'est exactement la même chose avec le fait de prendre le train plutôt que de prendre l'avion, parce que du coup moi je prends toujours le train pour aller là où je vais, mais techniquement l'avion qui va à la même destination que moi, il va quand même décoller, que moi je sois dedans ou pas. Et moi sur le coup, je ne constate aucun effet, ni de mon voyage en train que je fais, ni du voyage en avion que je n'ai pas fait.
Quand on ne voit pas les conséquences de nos actions, eh bien c'est très difficile de continuer à être motivé et de continuer ces actions. Et du coup, pour remédier à ce problème, il faudrait que chacune de nos actions qui sont plus éco-responsables que d'autres ait un espèce de truc tangible pour nous, pour qu'on sache vraiment à quel point est-ce que c'est mieux de consommer par exemple local au lieu d'acheter de trucs qui viennent hors saison de l'autre bout du monde. Il serait par exemple super intéressant, et j'ai déjà eu ce débat hyper souvent avec des amis en soirée, de mettre en fait un espèce de score environnemental sur les produits qu'on achète, comme par exemple le Nutri-Score qui est sur les produits, bien que le Nutri-Score, personne sait vraiment comment ça fonctionne, hein, ça induit très fortement en erreur. En fait, il faudrait trouver un système qui fait que le consommateur puisse directement voir à l'achat l'impact environnemental que la chose qu'il achète a. C'est un peu compliqué parce que du coup il faudrait quelque chose qui soit en fonction de l'endroit où on habite, de la saison, tout ça, mais il y a un truc à faire pour rendre vraiment beaucoup plus tangible sur le moment et avoir du coup un retour directement sur ce qu'on est en train de faire. Autre chose qui pourrait nous donner un retour direct sur ce qu'on est en train de faire, par exemple chez nous à la maison pour notre consommation d'énergie, c'est de mettre des compteurs. Il y a une étude qui a été réalisée sur des ménages qui voulaient réduire en fait leur consommation de gaz et on leur a donné du coup des compteurs et on leur a fait des retours aussi, soit quotidiennement, soit mensuellement, soit du coup pas du tout, sur leur consommation. Et le résultat de cette étude a été que les ménages qui recevaient du coup un feedback quotidien par rapport à leur consommation de gaz ont réussi à réduire de 12% cette consommation. Et les ménages qui n'ont eu aucun feedback du tout n'ont réussi à diminuer cette consommation que de 4%, alors que tous ceux qui ont participé à cette étude avaient quand même l'intention de diminuer leur consommation d'énergie. Ça montre que le fait d'avoir du feedback constamment et régulièrement nous permet de garder notre motivation et nous permet aussi d'agir en conséquence. Le troisième problème auquel on est confronté est souvent aussi le fait qu'on n'ait pas envie d'être seul. C'est rien de nouveau, en tant qu'être humain on aime bien s'orienter, qu'on l'admette ou non, au comportement des gens autour de nous. Si dans notre entourage les gens qu'on côtoie n'en ont rien à foutre de l'environnement, il est beaucoup plus probable que nous aussi on en ait moins quelque chose à faire. Alors qu'au contraire, si on voit que nos amis au quotidien utilisent des tote bags, du shampoing solide et vont faire leurs courses en magasin zéro déchet, eh bien on va avoir beaucoup plus tendance à le faire peut-être une fois, deux fois, ou plusieurs fois jusqu'à ce que ça rentre dans nos habitudes. Je le constate très bien dans mon cercle d'amis et c'est aussi le retour qu'on me donne le plus souvent par rapport à ma manière de consommer et aussi par rapport à mon véganisme. Et il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit tu sais, depuis que je te connais, je fais plus attention à ma consommation par rapport à l'emballage et tout ça, et j'ai aussi diminué un peu ma consommation de viande. Alors que moi techniquement je n'ai rien fait du tout, mais rien que par le fait que je vive avec eux, en ayant mes valeurs à moi, et bien ça les a influencés indirectement. Et beaucoup d'entre nous font des petites actions éco-responsables au quotidien, mais on ne s'en rend pas forcément compte dans le schéma global. Du coup, en fait, ce qui serait utile, ce serait d'informer que justement d'autres gens font aussi ça, et de mettre des pourcentages, de faire des études par rapport à ça. Par exemple dans les supermarchés, là où il y a les sacs plastiques qui sont distribués, mettre un petit panneau qui dit tant de personnes ramènent leurs sacs réutilisables pour faire leurs courses. Ce serait à voir si dans ce cas-là spécifiquement ça marcherait, mais beaucoup d'études ont déjà montré que le fait de rappeler aux gens que beaucoup de personnes, et même une majorité de personnes ont un certain comportement, ça va les amener à avoir aussi ce même comportement. Un autre problème auquel se heurte notre volonté d'avoir un comportement éco-responsable, c'est que celui-ci est souvent plus pénible qu'un autre. Les habits de mode éthique sont beaucoup plus chers que ceux des enseignes de fast fashion, le magasin zéro déchet ou le magasin bio sont beaucoup plus loin que le carrefour d'à côté, et prendre le vélo, c'est vachement moins agréable que de poser ses fesses dans une voiture. Et le problème dans tout ça, c'est que nous, quand on est face à un choix, on va toujours automatiquement essayer de réduire les coûts et d'augmenter les bénéfices. Et tant que les options plus éco-responsables continuent à avoir un coût plus élevé que le bénéfice qu'on en tire, c'est évident que la plupart d'entre nous vont choisir les options qui le sont beaucoup moins. La solution pour ça, c'est inévitablement que les options éco-responsables deviennent moins chères, plus faciles d'accès et plus agréables à utiliser. Un très bel exemple pour ça, c'est la ville de Copenhague où 60% des habitants utilisent quotidiennement le vélo pour aller à l'école ou au travail. Et c'est pas du tout dû au fait que les habitants de cette ville sont extrêmement sportifs ou ont un amour inconditionnel pour l'environnement, c'est juste que cette ville a été construite
autour des pistes cyclables et pour les vélos. Ce qui fait que en fait, se déplacer dans Copenhague, c'est plus facile en vélo qu'en voiture. Clairement, c'est pas dans Paris qu'on va se déplacer en vélo par confort. Une autre option serait par exemple que les paramètres standards sur certaines choses soient plus éco-responsables, comme par exemple dans les imprimantes, que le paramètre standard soit l'impression en noir et blanc et double page. Ou bien que lors d'un déménagement, au lieu d'avoir les énergies de base que tout le monde a, d'avoir automatiquement un contrat avec des énergies plus vertes ou renouvelables au lieu de devoir nous-mêmes s'en occuper et se faire du travail en plus. Je pense que sur ce point-là, déjà de petites actions peuvent avoir de grands effets, mais malheureusement, c'est pas vraiment à nous de le faire. Finalement, la cinquième et dernière chose à laquelle il faut penser, c'est que la peur ne porte pas conseil. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, le réchauffement climatique et l'intégralité de toutes les choses concernant nos problèmes environnementaux, ça me fait un peu peur. Et les rapports qui nous donnent des scénarios dystopiques avec tout ce qui pourrait arriver si on ne fait rien maintenant contribuent vachement à cette angoisse que j'ai par rapport à ça. Bien évidemment, essayer de comprendre ce qui va arriver si on n'agit pas, c'est très important, mais je pense que je ne suis pas la seule personne pour qui la représentation d'un futur aussi dystopique n'est vraiment pas du tout rassurant. Le problème dans tout ça, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à vouloir s'éloigner le plus vite et le plus rapidement possible de toutes les émotions négatives. Et dans le cas d'un problème aussi grand que le changement climatique où on se sent totalement impuissant, eh bien on va pas suivre notre raison mais beaucoup plus nos émotions. Ce qui fait donc qu'on va pas essayer de travailler sur la cause qui a produit ces émotions mais sur ces émotions directement. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ignorer le problème ou faire des blagues ou ne juste pas y penser, s'en distraire et tout pour que cette peur diminue. Et du coup, on fait rien pour résoudre le problème en soi, donc dans ce cas-là, le réchauffement climatique et les problèmes environnementaux. C'est pour ça que c'est toujours très important quand on fait de la sensibilisation sur ces sujets, de ne pas juste amener les problèmes, mais d'amener aussi des solutions et des choses que l'on peut faire, et pas seulement des choses qu'il faudrait qu'on fasse à grande échelle, mais vraiment des petites actions que chacun d'entre nous puisse faire pour qu'on ait l'impression d'avoir les choses en main et diminuer encore une fois ce sentiment d'impuissance et de peur. Donc si vous par exemple vous avez des petits tips, des petits conseils ou des petits comportements éco-responsables que vous faites au quotidien, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Quelque chose que l'on peut par exemple changer dans son quotidien, c'est ses habitudes de consommation. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet, des habitudes d'hyperconsommation qu'il faut bannir pour avoir un mode de vie plus écologique et plus éco-responsable. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Avant de clôturer cette vidéo, il est important pour moi de vous dire qu'elle a été grandement inspirée par une créatrice de contenu allemande dont je vous mets bien évidemment la chaîne en barre d'infos. Ce sera le premier lien vers sa vidéo, mais je trouvais le sujet hyper intéressant et d'utilité publique. Du coup, je me suis permise de traduire cette vidéo en français. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Si jamais vous êtes abonné à cette chaîne, je vous dis à dans quelques jours pour un nouveau vlog et peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.